Et- Ah, on continue. Il est indiqué que la conversation va être enregistrée. Très bien. Donc, on va éviter essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc, la politique en direction de l'économie sociale et solidaire, vous le savez, hein, l'économie, c'est une compétence d'abord et avant tout de la région, mais bien entendu, la métropole développe aussi, en accord avec la région, développe une compétence sur l'économie sociale et solidaire, notamment l'aide à l'immobilier quand les structures, quand les porteurs de projets sont évidemment dans cette phase de développement où ils recherchent des locaux, où ils veulent changer de locaux, et bien parfois ils sont en capacité d'acheter, ils sont aussi en capacité de louer. Donc la métropole aide les structures sur ce volet-là. Nous sommes en train d'élaborer au niveau de la métropole, en coélaboration avec les structures et les têtes de réseau. Évidemment, la CRES fait partie de ces têtes de réseau. Je peux citer aussi l'ADRES, l'ARDES, toutes ces structures qui sont France Active, qui sont engagées dans le développement de ce secteur. Nous sommes en train de coélaborer notre plan de développement sur l'ensemble de la métropole. Vous avez peut-être entendu parler, on a mené une étude sur le sujet qui a interrogé les acteurs qui sont présents sur notre territoire pour décider ensemble de ce que nous souhaitons faire. Politiquement, très clairement, hein, l'économie sociale et solidaire, je considère qu'elle participe à cet enjeu qui est peut-être l'enjeu le plus important pour votre génération, mais pour nous tous, hein, c'est de relever le défi climatique et de nous engager dans cette transition écologique et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire est un des acteurs et peut évidemment agir dans cette période d'entre-deux mondes. Hein. Il y a un monde ancien qui est toujours présent, il y en a un qui essaye d'émerger, qui tente de nouvelles expériences pour répondre à de nouvelles problématiques. Et donc, cette période compliquée est une période où on voit bien que l'économie sociale et solidaire peut proposer des moments d'espoir parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à problématiques très concrètes qui sont sur nos territoires. Donc, je veux vous souhaiter une belle après-midi de débat, d'échange, en espérant qu'on puisse apporter des réponses à vos problématiques pour évidemment, concrètement, que les projets d'économie sociale et solidaire sur les territoires où vous voulez agir puissent vraiment se mettre en place. C'est évidemment tout le mal, ou en tous les cas, tout le bien que je vous souhaite tous pour être des entrepreneurs sociaux qui développent des projets sur vos territoires. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Je peux participer jusqu'à 14h30 à vos travaux. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette introduction qui me permet de faire le lien avec la présentation sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Natacha, voilà, je te remercie pour cette slide. Tu évoquais une période évidemment difficile, une période de réinterrogation de notre société, de nouvelles façons de faire et de réenvisager l'économie. Et encore une fois, surtout la place de l'homme dans cette économie. Et c'est toute l'histoire de l'économie sociale et solidaire qui, sans cesse, depuis la fin du 18e siècle, du 19e siècle, pardon, depuis la fin du 19e, recherche les meilleures solutions, à la fois économiques, mais surtout pour les meilleures solutions pour répondre aux besoins, aux nouveaux besoins des citoyens. Donc, on a tendance à évoquer le fait que l'économie sociale et solidaire, ce sont un ensemble d'organisations, de structures qui mettent l'homme au cœur de leurs préoccupations de modèle économique. Ce sont au quotidien autour de nous des SCOP, des sociétés coopératives et participatives innovantes. Aujourd'hui, beaucoup en effet d'acteurs de l'ESS sont à l'œuvre autour des questions de transition, les transitions numériques, les transitions sociales, environnementales. Et on va retrouver notamment des sociétés coopératives participatives
qui vont se créer ou se développer autour de réponses sur du digital, du numérique, autour du développement durable, de la mobilité, mais également d'événementiel, de communication, des plateformes de livraison, de mise en relation. Je pense que si vous êtes sur le territoire de la métropole rouennaise, vous ne pouvez pas ne pas connaître Cascope tout en vélo. Vous devez les croiser au quotidien dans nos rues, dans la ville, soit avec des vélos où ils s'en vont faire les livraisons pour les magasins ou des déménagements et autres. Vous connaissez peut-être aussi d'autres acteurs de l'ESS que peuvent être par exemple les crèches Liberties, mais on va aussi trouver sous forme associative des haltes-garderies, beaucoup de services d'aide à la personne et de soutien à la personne, des associations culturelles, sportives, Cité Môme par exemple, mais ce sont aussi des maisons des jeunes, des associations de loisirs, beaucoup d'acteurs également dans l'économie sociale et solidaire du champ sanitaire et social. Peut-être connaissez-vous Émergence sur Rouen. Émergence, qui est une association qui accueille tous les soirs plus de 350 personnes en termes d'hébergement d'urgence. Donc, c'est souvent des associations dont on parle peu, mais qui font partie de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Ce sont également des acteurs autour du champ du handicap, des associations qui accueillent des jeunes, des enfants inadaptés, qui proposent des espaces éducatifs spécialisés, des foyers d'hébergement. Ce sont également les acteurs de l'ESS et historiquement des coopératives agricoles. Si on regarde l'histoire de l'ESS début 19e siècle, on va retrouver les premières coopératives autour des fruitières du Jura, qui sont devenues les coopératives fromagères qu'on retrouve principalement, mais pas que, dans les territoires de montagne. Autres acteurs emblématiques de l'économie sociale et solidaire, les entreprises, les associations, les chantiers d'insertion, qui sont des entreprises qui permettent, à partir de supports d'activité, qui permettent des parcours de réaccès à l'emploi pour des personnes qui ont été éloignées de l'emploi pour diverses raisons, des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles, de développer de nouvelles compétences. Et on va trouver de cette façon des activités qui sont des supports d'activité, mais l'objet de l'entreprise, c'est bien d'accompagner des personnes dans leur parcours professionnel et quel que soit le support d'activité, que ce soit du maraîchage, de la restauration, de l'entretien d'espaces verts. Et on trouvera également dans les acteurs de l'ESS les ressourceries, recycleries. Vous ne pouvez pas ne pas connaître Résiste, la ressourcerie historique rouennaise. Également des acteurs qui vont intervenir autour des espaces verts, du réemploi du bâtiment. Je citerai par exemple l'abeille, les bâtimeurs, également des restaurants comme les Petits Plats, qui est un restaurant éducatif, le 21 qui a ouvert récemment sur Rouen. Enfin, tout un ensemble d'espaces de restaurants, les hauts à table également sur les hauts de Rouen, qui est un restaurant d'insertion. Donc, je continue sur la diversité d'acteurs, des banques coopératives, des mutuelles de santé prévoyance, la Matmut, dont le siège social est à Rouen, et puis des mutuelles de santé, des acteurs du tourisme social. Évidemment, la liste pourrait continuer parce que, encore une fois, les acteurs de l'ESS, ils ont cette spécificité, qu'ils soient sous statut associatif, sous statut coopératif, mutualiste ou encore fondation ou entreprise sociale, ou entreprise commerciale qui se reconnaissent de l'économie sociale et solidaire. La loi Hamon, juillet 2014, ayant ouvert à l'ESS l'accès aux entreprises sociales si elles portent les valeurs et principes de l'ESS. Donc, une diversité vraiment de champs, et c'est un petit peu la spécificité, excusez-moi, et peut-être parfois aussi un peu la difficulté pour repérer les acteurs de l'ESS, c'est qu'on va les trouver dans des secteurs aussi vastes et variés que le bâtiment, le secteur de la banque, de la santé, loisirs, culture, sport et les nouvelles technologies. Je pourrais faire 3 petits points. Alors, si on avance un petit peu, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc,
Ces acteurs de l'ESS, vous l'aurez compris, ils partagent avant tout des valeurs, des principes. Et cette valeur, c'est de se dire que au-delà de créer une entreprise, de créer sa boîte, l'idée, c'est avant tout de répondre à un besoin et de remettre l'homme au cœur du modèle économique. Donc, quand on va entreprendre en économie sociale et solidaire, évidemment, on va créer une activité économique. Par contre, on va créer une activité économique pour répondre à un besoin social, un besoin sociétal ou environnemental non satisfait. Donc, on va d'abord chercher quel nouveau service, quel nouveau produit ou quelle qualité de produit on souhaiterait apporter aujourd'hui, développer aujourd'hui. Et derrière, évidemment, on va aller réfléchir au business model qui va nous permettre de répondre à ce besoin. Alors, c'est par exemple quand on essaie de permettre à des personnes d'avoir accès à une alimentation de saine et de qualité, on peut par exemple créer une épicerie sociale, par exemple, pour les personnes les plus démunies. Et l'objet de l'épicerie sociale, ça va être de permettre à des personnes à faible revenu de pouvoir avoir cette autonomie et ce droit d'agir, d'aller faire leurs courses par elles-mêmes, évidemment dans des épiceries qui leur sont dédiées et à des prix très accessibles. Et une fois qu'on aura créé ce modèle, on va aller réfléchir derrière à comment est-ce qu'on peut aller trouver des financements, des ressources pour financer cette activité d'épicerie sociale. Donc, on a coutume de dire que quand on crée un entrepreneuriat de SS, on a une logique inversée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réflexion de développer une activité pour gagner le maximum d'argent. Et moi, je le cache, mais c'est bien ça. Ce n'est pas l'objet, ça c'est ce qu'on appelle d'autres modes d'entrepreneuriat. Dans l'ESS, on va d'abord vraiment chercher à répondre à un besoin de la société, à un besoin, à une activité, un service qui va avoir du sens et qui va apporter un mieux-être, que ce soit social ou environnemental dans la société. Les différentes, je veux bien que tu passes à la slide suivante, merci Natacha, les différentes étapes et les spécificités d'un projet en entrepreneuriat d'économie sociale et solidaire, c'est avant tout le premier cadre de questionnement, c'est de répondre à une mission d'intérêt général, d'utilité sociale, c'est ce que j'évoquais à l'instant, répondre à un besoin non satisfait. C'est comment, par exemple, je peux lutter contre le gaspillage, contre les déchets, contre la pollution liée à tous ces produits que l'on achète, tout ce mobilier que l'on achète. J'achète un canapé, je n'ai plus envie, j'en change. Eh bien non, je ne mets pas mon canapé à la poubelle, il peut avoir une deuxième vie, on peut le réemployer pour respecter à la fois des questions de développement durable, mais aussi de bon sens économique. Et par exemple, eh bien, pour lutter contre le gaspillage du mobilier, on va créer une ressourcerie qui va permettre à tout un ensemble d'objets de pouvoir avoir une seconde vie. Et parfois même, on va pouvoir permettre à cette ressourcerie d'être un support d'activité pour permettre à des personnes de se réentraîner à l'emploi, de redécouvrir des façons de travailler, développer des compétences. Évidemment, toujours dans la création d'activités, se pose la question de l'activité économique, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on crée, il y a vraiment toujours cette idée qu'on a des charges fixes, on a des salariés à rémunérer, donc il va falloir réfléchir au modèle économique de son activité. Est-ce qu'on va faire de la vente de biens et de services? Comment est-ce qu'on va créer de la richesse? Sur quel modèle économique on va structurer notre activité? Et puis aussi, évidemment, quelle va être la prise de risque? Parce que ce n'est pas parce qu'on crée dans l'économie sociale et solidaire, évidemment, qu'on ne doit pas avoir un modèle économique viable. Sinon, l'activité, si elle n'est pas rentable, mènera forcément à la fermeture de la structure. Quand on crée aussi son activité en économie sociale et solidaire, il est essentiel de se poser la question de la gouvernance participative. C'est quoi la gouvernance participative? On a coutume de parler dans l'ESS de la prise de décision, de la gestion démocratique, où on a des espaces de décision dans l'entreprise où une personne égale une voix, c'est-à-dire qu'on va essayer d'impliquer le plus possible les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les usagers, les clients, si on est dans une épicerie, si c'est dans une mutuelle, ce sont les sociétaires, et on va les associer au processus de décision. L'idée, c'est collectivement vraiment
d'être tous collectivement décisionnaires autour des grandes stratégies de l'entreprise, des grandes orientations, que ce soit des grandes orientations d'une société ou d'une coopérative, d'une SCOP, où les salariés sont dits salariés sociétaires de la coopérative. Et évidemment, comme dans tout modèle économique entrepreneurial, toujours penser à la gestion. Dans l'ESS, on parlera de gestion éthique, dans le sens où on parlera également de lucrativité limitée, l'idée étant que les rémunérations notamment sont limitées au capital, que les excédents produits ne sont pas forcément redivisés entre actionnaires. Il n'y a pas d'actionnaires dans l'économie sociale et solidaire. Quand une structure, une entreprise de l'ESS fait des bénéfices, statutairement, quel que soit encore une fois son statut, les règles sont un peu différentes à chaque fois, mais toujours dans le même sens. L'idée, c'est que les bénéfices produits par les organisations de l'ESS sont d'abord réinjectés pour renforcer la trésorerie de la structure et du coup consolider l'entreprise. Éventuellement, le surplus peut être réinjecté pour améliorer l'outil de travail et éventuellement, dans les SCOP, les salariés sociétaires de la SCOP peuvent éventuellement avoir des dividendes. Donc, on a vraiment une gestion éthique avec aussi, dans les entreprises, des échelles, des salaires encadrés. Donc, un entrepreneuriat, j'ai envie de dire, où les démarches sont un petit peu comme entreprendre, dans l'entrepreneuriat classique, par contre, avec des valeurs collectives de co-construction, de partage et de décision à plusieurs. On est toujours dans des modèles collectifs où on chemine ensemble, on construit ensemble son activité, son modèle économique, et c'est ce qu'on va illustrer tout au long de l'après-midi. Justement, pour rentrer plus dans le vif du sujet, et je pense de façon beaucoup plus claire qu'un exposé tel que je peux l'avoir fait à l'instant, je vais vous proposer deux témoignages illustrants, et je vais donner la parole dans un premier temps à Mathilde, oui, c'est bien ça, à Mathilde Robert Vauvel, de la Friche Lucien et de l'Atelier Lucien, et dans un second temps à Guillaume Vigé pour Des camps sur la comète. Mathilde va nous présenter l'Atelier Lucien, qui est une coopérative spécialisée dans la conception de lieux et d'événements, avec des pratiques aujourd'hui qui explorent particulièrement la question des arts visuels, de la musique, mais aussi, et pour l'avoir goûté, je le sais bien, autour de la restauration, de la cuisine. Mathilde, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu le cheminement de la Friche Lucien, de l'Atelier Lucien. Bonjour à tous. Petite question, est-ce que je peux balancer un PDF ou pas sur le Zoom ou pas du tout? Parce que j'avais préparé un petit PDF, je ne sais pas si c'est possible, Natacha. Alors, on va essayer. Tu peux partager, je vais arrêter mon partage. Voilà. Hop, et si je le glisse dedans, c'est quelque chose de très court, mais qui permet de présenter. Non, bon, bah, ça ne marche pas. Bon, on va faire sans. C'est pas très... J'ai perdu la connexion. très grave. Alors, l'Atelier Lucien, donc, comme disait Laure, avant ça, on était une association. On a commencé en 2014 avec un festival à l'école d'architecture où on avait besoin du coup de monter une association pour monter à bien ce festival. C'était un festival d'art pluridisciplinaire dans le sens où l'idée c'était des soirées musicales. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, Mathilde. On a une petite interruption, mais ton son est revenu. Très bien, oui, excusez-moi. Donc, je disais qu'on a monté un festival à l'école d'architecture en 2014, d'où la nécessité de créer une association afin de gérer et de mettre en place ce festival de manière plus pérenne. Suite à ce premier festival à l'école d'architecture, on a vu que ça avait bien pris et qu'il y avait une bonne
une bonne envie auprès du public que l'on repropose des événements autour de la culture pour le plus grand nombre. Suite à cela, on a fait divers événements, donc, notamment sur le site Saint-Sever, où actuellement se trouve la Friche Lucien, le site de la future gare SNCF Rive Gauche. Au début, c'était des événements d'un week-end ou de 2-3 week-ends, tout simplement parce qu'on était encore étudiants à l'école d'architecture et que pour nous, c'était déjà énormément prenant d'organiser 3 ou 4 week-ends dans l'année, des événements musicaux, des expositions, des conférences. L'objectif de cette association, c'était d'offrir la culture au plus grand nombre. Quand on dit au plus grand nombre, c'était aussi bien dans le cadre des petits et des grands, mais aussi bien pour les petits budgets et les plus grands budgets. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas forcément évident de se cultiver lorsque on est un peu restreint au niveau des budgets. Et aussi, on n'a pas forcément l'envie d'aller dans des musées pour certaines personnes. Et l'idée d'offrir quelque chose en plein air, c'était de casser un peu ce code de la culture est forcément dans des espaces clos. Et c'est forcément quelque chose d'ennuyant. Parce qu'on s'était quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que, mis à part les musées, voilà, c'était compliqué. Nous, l'idée, c'était d'offrir une culture large. Donc, quand on entend des cultures, c'était aussi bien la musique électronique que des concerts, que des expositions, que de la conférence, que de l'art graphique avec du graphe, du tatouage, voilà, etc. On essayait d'établir un panel assez large de ce que pouvait être la culture. Donc, suite à ces différents événements au sein du site SNCF Saint-Sever, on a aussi collaboré avec les Galeries Lafayette pour une mise en lumière. On a participé pour les Azimuts depuis plusieurs années, donc aussi bien pour de la scénographie au Musée des Beaux-Arts que pour des DJ sets au sein de l'Hôtel de Ville, donc les Azimuts qui auront lieu ce soir d'ailleurs, et qui est un événement pour les étudiants. Il faut y aller, c'est vraiment super. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça prenait de l'ampleur, qu'on commençait à parler de nous, qu'on nous appelait pour de la scénographie, pour du DJ set ou même pour du conseil. Et on en est venu à se poser la question, est-ce qu'on ne montrait pas une entreprise? Mais on ne voulait pas enlever cette partie d'associatif qu'on aimait bien, parce que ça permettait de réfléchir tous ensemble, donc la question de la gouvernance participative. Aussi, en association, personne ne s'enrichissait personnellement, donc c'était très important pour nous de maintenir cette optique-là. Et on en est venu à se demander, puis c'était aussi le moment pour nous de pouvoir monter quelque chose, parce qu'on sortait soit tous d'études, ou on allait y sortir, et on avait la possibilité avec l'école d'archi de faire des stages, parce que les professeurs et la direction étaient vraiment de notre côté là-dessus, donc ils ont bien voulu qu'on organise un stage, qu'on prenne en fait notre stage d'archi pour monter le projet de la Friche Lucien, du coup saison 1, qui a eu lieu en 2020, avril 2020. Donc, on est passé du modèle associatif entre 15 et 30 bénévoles selon les périodes à la création d'une SCOP où on ne pouvait plus utiliser nos bénévoles, enfin nous qui étions bénévoles, et utiliser toute la manne de la petite famille Lucien qu'on avait construit avec la Friche 1 en 2019. Et du coup, on en est venu à la Friche 2 en 2020, sous le modèle de SCOP, parce que c'était le modèle qui s'apparentait le plus au modèle associatif, en même temps qui nous permettait de nous rémunérer. Et de suite à ça, on a commencé avec 6 employés. Donc, ce n'était pas forcément la meilleure période parce qu'on venait de rentrer en confinement strict. Donc, pour nous, ça a été un peu un coup dur parce qu'on s'est dit, oulala, on lance la boîte, on ne sait pas trop comment ça va prendre, on ne sait pas si on va pouvoir ouvrir la Friche 2. Et il y avait déjà 3 personnes qui étaient employées dans la boîte, et dont moi qui devais rentrer après, quelques mois plus tard. Et tout ça s'est vu repoussé pour toutes ces questions de Covid. On a commencé la Friche 2 avec 6 employés, 2 services civiques et 2 stagiaires. Et ça a très bien pris. Donc, c'était très rude parce qu'on faisait énormément d'heures. Parce que on n'avait plus les 30 bénévoles, on n'était plus la trentaine de bénévoles qu'on était avant. Donc, beaucoup plus compliqué pour nous à gérer. Et notre temps était mon temps libre était beaucoup moins important, voire inexistant. On passait notre vie à la Friche Lucien. Et suite au bilan de la Friche 1, on s'est rendu compte que ça s'est très, très bien passé, que la population était au rendez-vous. On a eu un nouveau public grâce au Covid, parce que le Covid a fait énormément de mal, mais nous a aussi fait du bien dans un sens, parce que malheureusement, les bars et les restaurants étaient fermés, les espaces clos, c'était très compliqué. Et pour nous, le fait d'être en plein air, ça a été pour nous
une grande marge de manœuvre parce qu'on a pu déjà ouvrir avec une jauge beaucoup plus importante et les personnes, on a beaucoup discuté avec les personnes qui venaient à la friche, apprécier le fait d'être en extérieur et d'être pas cloisonné dans un endroit. Voilà. Et donc, suite à la friche 1, on a continué d'enchaîner. Donc là, on a fini la friche à la friche 2, pardon. Là, on en était à la 3e édition cette année qui s'est finie en octobre. Et nous sommes passés de 6 employés la première année à 25 cette année. Dont 15 saisonniers dans ces 25 employés. Parce que là, on s'est rendu compte suite à la friche 1 la friche 2 que c'était très compliqué de gérer tout. Donc, on a embauché une quinzaine de saisonniers pour gérer la friche Lucien et de permettre à d'autres personnes ce qu'on a pu s'appeler sémantiquement du bureau, de pouvoir faire toute la gestion arrière parce que c'est quand même une grosse machine et il y a une énorme gestion à faire par derrière. Et voilà. Et donc là, nous avons fini et nous en sommes que nous partons pour de nouvelles aventures parce que nous venons de gagner l'appel à projet qui nous permettra d'être 10 ans sur le site SNCF Saint-Sever. Voilà pour la petite histoire. Et après, ça n'a jamais été sans difficulté. Il y a aussi de difficultés, mais on en parlera peut-être plutôt dans les témoignages un peu après pour ceux qui auront l'occasion. Mais voilà, ne jamais rien lâcher et toujours croire en ses idées et se donner les moyens d'obtenir et de faire ce qu'on peut. Voilà. Merci beaucoup Mathilde pour ce témoignage plein d'espoir, j'ai envie de dire, et à la fois, comme tu l'évoques, bah oui, toute aventure a ses difficultés, et c'est pas toujours facile, c'est jamais facile, mais je crois aussi qu'on apprend beaucoup des épreuves et des étapes, et surtout quand on est en collectif, c'est tellement plus facile de passer des étapes à plusieurs et des obstacles. D'arriver à faire face. Et c'est vraiment tout l'intérêt des démarches d'économie sociale et solidaire. C'est bien de pouvoir travailler collectivement. Et collectivement, bon, déjà, on se soutient les uns les autres. Et puis, c'est l'intelligence collective qui permet de trouver des solutions toujours innovantes. Donc, merci beaucoup, Mathilde. Et en effet, merci également de rester avec nous tout à l'heure pour pouvoir continuer à partager avec certains dans les phases d'atelier. Merci beaucoup à toi. Je vais maintenant passer la parole à… Avant, Laure, peut-être on peut prendre une ou deux questions si à fait. vous souhaitez voilà, pouvoir mettre dans le question outil discussion. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Y a-t-il une prochaine édition de prévue de la friche, Mathilde? Alors, comme je viens d'expliquer sur la toute fin, donc il n'y aura pas d'édition de la friche à proprement parler, parce que c'était un épisode, un chapitre de 3 ans. Donc, on referme ce chapitre, mais on vient de gagner l'appel à projet pour rester sur site pour 10 ans. Donc, vous nous retrouverez sur le site SNCF Saint-Sever d'une autre manière, mais toujours dans la même verve que la friche Lucien, en plus grand, en plus construit et à l'année. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Joséphine, comment avez-vous trouvé vos premiers financements? Alors, il faut savoir que le fait qu'on était en association nous a permis déjà d'avoir des petits fonds et que notre renommée a fait que ça a été beaucoup moins compliqué que pour des personnes qui se lançaient dans un premier projet de trouver des financements. Donc, on a financé une partie avec les actifs de l'association qu'on a transformé en SCOP, une autre partie en allant voir les banques pour faire un prêt. Et ensuite, avec France Active, qui nous a permis aussi d'avoir notre premier prêt. Et aujourd'hui, on est quasiment capable de s'autofinancer. David, comment avez-vous rencontré vos partenaires? Alors, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par partenaire? Est-ce que c'est partenaire économique, c'est partenaire financier? Est-ce que c'est ceux qui sont sur site, avec qui on travaille sur site? Ah, mes collaborateurs. On est une bande de copains en fait, de l'école d'architecture. On a, en 2014, on avait l'envie de créer. En fait, on sortait du bureau des étudiants, donc qui sont des mandats d'1 an. Et suite à ça, on s'était dit qu'on avait envie de développer ça de manière plus importante. Donc en 2014, il y a une partie des copains qui ont monté le festival Lucien à l'école d'architecture. Et suite à ça, on s'est vraiment formé
en vraiment une grande bande de copains et avec 5-6 ans d'associatif, on a appris à tous se connaître et on a décidé de continuer dans cette même verve, mais vraiment une bande de copains à la base avec qui on s'entendait tous bien. Est-ce que... Merci Mathilde. On va pas pouvoir continuer à prendre les questions. Par Ouais. contre, j'invite les participants à noter les questions qui n'ont pas été prises dans l'onglet Q&R parce qu'on va garder trace de toutes ces questions et on vous fera parvenir un question-réponse à la fin de l'événement. Et peut-être qu'on pourra en répondre en direct puisque Mathilde participera avec nous sur l'atelier coaching. Donc, pour ceux qui seront sur l'atelier coaching, vous aurez peut-être les réponses en direct, mais on n'oubliera pas les autres personnes en envoyant un Q&R. Mais pour cela, il faut vraiment passer par l'onglet Q&R. Merci à tous. Et du coup, Laure, je te laisse poursuivre. Oui, et certains d'entre vous pourront également poursuivre les échanges avec Mathilde dans la deuxième partie de l'après-midi, dans les ateliers workshop. Donc, j'allais passer la parole pour un deuxième témoignage. Donc, passer la parole à Guillaume Vigé, qui va nous présenter des camps sur la comète. Alors, les camps sur la comète, c'est une association qui s'engage pour le droit aux vacances pour toutes et pour tous, avec l'idée d'imaginer des séjours comme des lieux de rencontre et de mixité. Guillaume, je te passe la parole. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, Guillaume Vigé, moi je suis un des 4 cofondateurs de l'association Des Camps sur la Comète. On est donc 4 dans l'aventure depuis un peu plus d'1 an. L'association est relativement jeune, entre guillemets. Et tous les 4, notre point en commun, c'était d'être des amis de longue date. On se connaissait depuis une dizaine d'années pour la plupart. Et on avait un point en commun, c'était qu'on faisait tous de l'animation en parallèle de nos études. Ça a été un petit job, une entrée par le BAFA comme beaucoup. Et puis, on a continué nos études et on a continué à faire de l'animation. Été après été, on a pour la plupart passé ensuite le BAFD, qui permet d'être directeur de colonies de vacances ou de centres de loisirs. C'était un engagement de plus dans cette voie-là. Et puis, on a fait aussi des études en sciences de l'éducation pour 3 d'entre nous à l'Université de Rouen. Et on est aussi devenu formateur BAFA. Tout ça en même temps que nos études. Et du coup, on a eu une expérience commune comme ça pendant plusieurs années où on participait à des activités dans des mêmes associations et on encadrait des colonies de vacances pour des enfants l'été ensemble. Voilà. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que nos activités, on les avait essentiellement dans d'autres régions. On allait travailler pour des associations en Bretagne ou je sais pas, ou à la montagne, ce genre de choses. Et en fait, nos activités, il y avait assez peu de choses, ou en tout cas, on n'en avait pas connaissance sur le territoire de la Seine-Maritime et autour de Rouen. Et au-delà de ça, nous, on était tous les 4 bien touchés par le fait que le secteur des colonies de vacances était en difficulté. Il y a de moins en moins d'enfants qui partent en vacances, alors qu'il y a toujours autant de personnes qui sont privées de la possibilité de partir en vacances pour des raisons économiques. Mais au-delà de ça, il y a aussi des pratiques qui se perdent. Les colonies de vacances, elles sont de moins en moins sous tente en camping, comme c'était le cas il y a 30 ou 40 ans. Et puis, le secteur des colonies de vacances, il est de plus en plus en proie à la marchandisation, au fait que des entreprises privées ont envie de faire du business sur les colonies de vacances et ont envie de faire de l'argent en organisant des séjours pour les enfants qui sont limite des séjours organisés. Et donc, nous, dans un engagement militant, c'est comme ça qu'on se définit, on est des militants de l'éducation populaire, on a eu envie de s'engager pour défendre le modèle historique des colonies de vacances, à savoir des gens qui s'engagent de manière volontaire sur leur temps libre, et puis aussi défendre le fait que les colonies de vacances, ce sont des lieux où on peut mettre en place des pédagogies et œuvrer pour un monde meilleur. Ça, c'était le point de départ. Nous, l'association, je disais, on l'a créée en juillet 2020, donc il y a 1 an. Mais les premières actions de l'association, elles ont réellement eu lieu 1 an après, au printemps et à l'été 2021. Quand on a créé l'association, nous, on n'avait aucun objectif financier en tête. On avait juste dit qu'on n'avait pas envie de s'endetter pour ce projet, mais on ne comptait absolument pas
faire de bénéfices ni se salarier. Tous les 4, on avait nos activités respectives et ça nous allait bien. Et on concevait les colonies comme un moyen de s'engager l'été sur notre temps libre pour permettre à des enfants de partir en vacances. Ça, c'était important, c'est important de le préciser. Nous, on n'avait pas envie de créer une activité économique à la base, même si tout ça a un peu évolué, je vais vous en parler. Nous, notre idée, c'était d'organiser des séjours sous tente, en mode bivouac, dans des espaces naturels et des séjours collectifs. Et un autre de nos moteurs, c'était vraiment de défendre le droit aux vacances pour toutes et tous, et donc de faire en sorte que ces séjours soient des lieux de mixité et des lieux où les publics peuvent. Nous, on prétend absolument pas inventer quelque chose de nouveau avec ce projet. On s'inspire plutôt de l'historique des colonies de vacances et ce qui marchait il y a 30 ou 40 ans et ce qui aujourd'hui devient très rare. Des séjours de plein air. Et puis, on s'était dit que si sur la première année, on arrivait à faire partir 30 ou 40 jeunes en colo, en camp avec nous, ce serait déjà très bien. On s'était dit que ce serait sûrement du système D la première année. On s'imaginait faire des appels à dons, je sais pas, pour des gens qui auraient une tente dont ils ne se servaient plus, des gens, aller dans les ressourceries, acheter du matos d'occasion, faire de la récup. Voilà. Donc, on a créé l'association en juillet et ce qui a été un peu un accélérateur, on s'est mis un peu des coups de pied aux fesses nous-mêmes, puisque en septembre, il y avait 2 appels à projets dans lesquels on a candidaté. Il y avait Créactif, donc, qui était lancé par la métropole Rouen-Normandie, et la bourse Tremplin, lancée par la ville de Rouen. Ça, c'était deux appels à projets pour des jeunes de moins de 30 ans ou moins de 25 ans, selon l'une ou l'autre de ces bourses. Et l'idée, c'était que ces bourses pouvaient financer des projets de jeunes engagés. Et nous, on pensait rentrer dans ce cadre-là. Donc, on s'est forcé à tenir les échéances, donc c'est-à-dire en 2 mois, à écrire un projet éducatif pour notre association, à remplir cet appel à projet. Et donc, ça nous a forcé aussi à écrire, à se réunir et à mettre sur le papier ce qu'on avait envie de faire. Et puis, par chance, on a décroché ces 2 financements. Ça nous a permis d'avoir un petit peu de trésorerie. On a eu 7 500 € en tout, en cumulant la bourse Tremplin et le prix Créactif de la métropole. Donc ça nous a permis d'acheter du matériel. Je disais qu'on avait imaginé en premier lieu faire du bricolage. Donc ça nous a permis d'être un peu plus confortable, je dirais, en termes de matériel. Donc on a fait des acquisitions de tentes et de barnum, du matériel de qualité. Et puis, en fait, décrocher ces bourses-là, ça nous a permis aussi d'avoir des articles de presse et d'avoir des gens qui s'intéressent à nous. Nous, on ne savait pas du tout ce qu'allait donner ce projet. On ne savait pas du tout si les 30 ou 40 enfants, on arriverait à les avoir la première année. On n'en savait rien. Et en fait, ces articles de presse ont fait que dès le mois de février, c'est-à-dire 6 mois avant l'été, les séjours qu'on avait décidé de proposer étaient complets. Et donc, on a remis en question tous nos plans et notre débrouille initiale. On s'était dit on irait faire des tractages dans les écoles, les sorties d'école au mois de juin pour essayer d'avoir des inscriptions. Tout ça, on n'a pas du tout eu à le mettre en œuvre. Mais par contre, on a eu plein d'autres opportunités, travailler avec des communes qui avaient envie qu'on les aide à monter ces camps-là dans le cadre des centres de loisirs qu'ils organisaient. On a travaillé avec des associations de quartier, des centres socioculturels pour ces séjours de plein air, les proposer aussi à des familles. Donc, parents et enfants qui ont moins l'occasion de partir en vacances puissent vivre des séjours avec nous. Au total, sur la première année, 215 personnes qui ont campé avec nous, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Et donc, sur cette première année, nous, on a créé 10 contrats saisonniers. C'est des courtes périodes, des contrats de 15 jours majoritairement. Donc, 10 contrats pour encadrer ces camps-là. Parce que dès le départ, nous, ce qu'on avait dit, c'était que les seules choses qu'on rémunérerait, c'était les actions en face à face avec du public et que tout le reste, ça devait être bénévole. Et quand je parle de bénévolat, nous, c'est des
des centaines, voire des milliers d'heures de bénévolat pour mettre en œuvre ce projet-là. Et si j'évoque ce bénévolat, c'est aussi parce qu'il nous a épuisés d'une certaine manière. Tous les quatre, on avait gardé nos activités respectives, comme je le disais, mais comme le projet a pris une ampleur qu'on n'avait absolument pas imaginée, le mois d'avril, mai, juin, avant l'été, tout ça a été très, très, très compliqué. Il a fallu bosser le soir jusqu'à 23 heures et les week-ends, en gros, c'était la deuxième journée et la deuxième semaine pour rendre ce projet possible et être prêt à accueillir tout ce monde-là. Voilà, on a acheté beaucoup de matériel, on s'est formé à l'embauche, au RH, on s'est formé à la comptabilité, à toutes les modalités administratives pour mettre en œuvre le projet. On a rempli aussi des appels à projets, des demandes de subventions, on a créé un site internet, tout plein de choses. Enfin, on s'est formé à tout un tas de choses et en ça, c'est assez intéressant. Ce projet aussi. Ce qui est chouette, c'est que sur les 215 personnes qui ont campé avec nous, il y a 50%, donc la moitié, qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances. Et ça, c'est quelque chose dont on est assez fiers. On a travaillé pour ça avec le Secours populaire et le réseau de solidarité avec les migrants de Rouen, plus tous les acteurs des quartiers prioritaires. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je disais que le projet a un peu évolué. On s'est dit que si le projet devait continuer, on ne pourrait pas… En gros, le burn-out du bénévole qu'on a vécu avant l'été, on ne peut pas se permettre de le revivre, entre guillemets. Donc, on a fait le choix d'avoir un salarié et nos finances le permettaient. Donc, moi, je suis le premier salarié de l'association là, depuis quelques jours pour assurer un peu toute la partie gestion administrative. Donc, voilà, ce n'était absolument pas prévu à la base, mais on le fait un peu par obligation quoi, pour être en capacité de continuer nos activités. Et puis aujourd'hui, on est aussi face à une autre question, c'est comment répondre à la demande, en sachant qu'il y a pas mal de communes qui nous contactent et aussi pas mal de parents qui souhaitent inscrire leurs enfants. Nous, on a décidé de ne pas être débordés par cette question-là et c'est un peu rigolo, hein, mais c'est aussi pour renforcer le fait que nous, la logique économique, ce n'est pas du tout ce qui nous motive. Aujourd'hui, on assume le fait qu'on ne pourra pas répondre à toute la demande, on ne pourra pas travailler avec toutes les communes, on ne pourra pas faire partir tous les enfants parce qu'on souhaite rester le maître de notre projet et continuer à proposer quelque chose de qualité et qu'on maîtrise. Donc voilà, au bout d'un an, c'est ça nos premiers constats et là où on se dirige. Merci Guillaume pour cette présentation qui est par ailleurs extrêmement instructive de par l'analyse que vous faites collectivement par rapport à votre expérimentation. On voit bien les étapes du questionnement et je pense qu'en effet, il y a vraiment cette question du sens dans ce que tu présentes d'un projet que vous avez co-construit et que vous souhaitez continuer à maîtriser. Et on voit bien aussi que vous pouvez en effet peut-être être victime de votre succès. Donc, avec toutes les limites de cette affaire, mais c'est un beau parcours, et je pense que ça doit être inspirant pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tu as évoqué les appels à projets de la ville, de Rouen, de la métropole, l'appel à projets créatifs, la bourse tremplin. C'est vrai que ce sont vraiment deux dispositifs mis en place par la métropole pour soutenir les projets jeunes. Et il me semble que ce sont réellement des opportunités. Et tu évoquais, tu disais dans tes éléments de langage, nous avons eu la chance d'être retenus et autres. Moi, j'ai envie de dire, vous avez eu la qualité, le succès d'être à la hauteur pour pouvoir être lauréat de ces appels à projets. Je pense que collectivement, on peut vous en féliciter. Et par contre, ce que tu évoques, c'est que c'est aussi accessible au plus grand nombre si on travaille son projet. C'est vraiment des appels à projets qui sont faits pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des questions pour Guillaume? Alors, il n'y a pas de questions. Au regard du temps, on va avancer. Mais si vous souhaitez encore mettre des questions, voilà, vous pouvez ajouter. Voilà, et vous retrouverez également Guillaume tout à l'heure dans la deuxième partie de l'après-midi sur les ateliers.
Juste avant d'enchaîner pour vous présenter les pistes pour agir, il y a une question dans le chat et je pense que c'est intéressant pour tout le monde sur c'est qui, c'est quoi et c'est quand l'événement dont a parlé Mathilde tout à l'heure. Mathilde vous a parlé des azimuts. Les azimuts, ce sont des événements soutenus par la ville de Rouen à destination des jeunes et des étudiants. Et ce soir, c'est la grande soirée des azimuts à partir de 19 h à la mairie de Rouen. Donc, évidemment, vous y êtes tous très chaleureusement conviés. C'est un temps de festif, de 19 h à minuit, où vous pourrez rencontrer des associations, participer à des animations dans une atmosphère conviviale et décalée. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit sur l'invitation. Donc, je pense que vous êtes tous invités à rejoindre la soirée des Azimuts ce soir, si vous n'aviez rien de prévu à partir de 19 h. Si on en revient à la journée jeunes étudiants entrepreneurs, des pistes pour agir. Juste, il y a Stéphane Marteau qui souhaitait prendre la parole. Ah, pardon Stéphane. Je t'en prie. Non, pas de problème, Laure. C'est parce que j'ai une réunion à 14h30. Je vous avais indiqué que je partirais. Je ne veux pas partir sans dire au revoir et sans faire référence à la semaine de l'ESS de la ville de Rouen. Je me permets, Laure, qui débute le 27 novembre avec le lancement du marché, l'autre marché, place Barthélemy. Et ensuite, toute la semaine, du lundi 29 au vendredi 3 décembre, il y a tous les soirs, il y a des débats. Et je fais référence à l'intervention de Guillaume Vigé qui parlait du burn-out militant. Et donc, il y aura un débat sur la place des bénévoles dans les structures de l'économie sociale et solidaire, notamment. Ce sera le jeudi à 16 h. Voilà, le programme va bientôt être rendu public et donc je vous invite à venir participer dans cette démarche d'éducation populaire au sein de la maison commune qui est la mairie de Rouen, à cette semaine de débat autour de l'engagement, autour de l'économie sociale et solidaire qui participe à la transition écologique et sociale. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Merci Laure, merci Nadège, merci à la CRES. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. Alors rapidement, parce que je vois qu'on a perdu un petit peu qu'on est en tout cas un petit peu en retard par rapport au rétro-planning qui nous contraint évidemment. Donc des pistes pour agir. Donc déjà vous dire que à la suite de cet après-midi, vous allez tous recevoir des éléments avec un guide pour agir pour vous permettre de continuer ou de rentrer dans l'action si vous le souhaitez. Et je vais juste zoomer sur 2-3 éléments. Vous dire que s'organise très prochainement sur le territoire de Rouen la Social Cop. La Social Cop, c'est un événement qui est organisé au Kaléidoscope autour d'un créaton, d'une journée d'intelligence collective. Le créaton à Rouen aura lieu le samedi 4 décembre de 9h30 à 18h30. Donc, que vous soyez jeune intéressé par l'entrepreneuriat collectif, que vous ayez déjà un projet ou que vous soyez tout seul à porter un projet, que vous recherchiez des partenaires pour vous accompagner dans le montage de votre projet, ou au contraire, que vous n'ayez pas de projet mais que vous ayez envie de rejoindre une équipe projet pour travailler sur un nouveau projet collectif, eh bien, vous pouvez rejoindre le Créaton et sachez que donc, cette journée vous permettra de booster un projet, de travailler sur un projet collectif de création d'activités. Et il y aura un jury final avec un prix national qui aura lieu par la suite et qui vous permettra de pouvoir gagner des prix qui vont de 500 à 3000 euros. Ça, c'est pour la Social Cop. Alors, vous retrouverez évidemment également dans les documents et les liens qu'on vous adressera à la suite de l'après-midi, des informations plus précises sur la Social Cop. Vous dire aussi que pour ceux parmi vous qui sont aujourd'hui étudiants, vous aurez la possibilité, de pouvoir, grâce au dispositif étudiant entrepreneur animé par Pépite Normandie, vous avez la possibilité pendant vos études de faire un double cursus, votre cursus de BTS, votre cursus de licence, de master, et parallèlement de préparer et d'être accompagné et formé
pour préparer un diplôme d'étudiant entrepreneur si parallèlement à vos études, vous portez un projet de création d'activité. Un mot sur le bénévolat. Parce que la démarche projet, la démarche d'entrepreneuriat en ESS, c'est entreprendre pour créer sa boîte, mais c'est aussi et surtout s'acculturer, entreprendre la démarche d'entreprendre collectivement pour demain être force de projet collectif dans les entreprises où vous allez être amené à travailler. Parce que la démarche projet, c'est aussi au quotidien comment, dans une entreprise, on va pouvoir répondre à un nouveau client, répondre à un nouveau marché, en mettant l'intelligence collective en dynamique et en travaillant ensemble en méthode projet collectif. Donc, c'est vraiment, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très large et qui vous permet de développer des compétences qui seront forcément réutilisables et judicieuses pour vous pour demain. Mais vous pouvez également développer votre réseau, acquérir des compétences, de nouvelles connaissances autour du bénévolat. Le bénévolat, c'est vraiment une démarche volontaire. Vous en avez entendu parler tout à l'heure lors des illustrations de Mathilde et Guillaume. On peut très facilement aujourd'hui être bénévole dans une association par rapport à ses centres d'intérêt, dans une association sportive, si on aime le sport, de solidarité, d'entraide, si on est plutôt sur ce champ-là, ou culturel, de loisirs. Sachez que on peut tous, vous pouvez tous demain essayer de contacter, de rejoindre une association et vous serez toujours les bienvenus et accueillis, j'ai envie de dire chaleureusement, en tant que bénévole. Et vraiment, l'avantage du bénévolat, ça vous permet, comme on l'a vu dans les témoignages, hein, de pouvoir à la fois, évidemment, développer votre réseau relationnel, mais aussi développer tout un ensemble de compétences et puis commencer à voir quelles sont les activités qui vous plaisent le moins. Donc, c'est vraiment une voie extrêmement intéressante qui est ouverte à tous, sachez-le. Jeunes et engagés, c'est vous dire qu'on est en train de réaliser à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, de proposer à tous les jeunes qui le souhaitent et qui sont engagés justement en tant que bénévoles, ils ont la possibilité de réaliser des vidéos, de courtes vidéos que l'on propose tout au long du mois de novembre, accessibles sur à la fois le portail de l'ESS en Normandie, mais également dans nos liens réseaux sociaux au niveau de la CRES. Donc, n'hésitez pas si vous cherchez des initiatives inspirantes sur l'engagement et le bénévolat. Vous pouvez rejoindre également nos réseaux sociaux pour aller voir les vidéos inspirantes des jeunes qui sont engagés. Je vois que Natacha est pressée, donc j'enchaîne. Non, mais encore une fois, petit timing contraint, puisque vous attendent maintenant dans cette deuxième partie d'après-midi les workshops. Donc, vous êtes tous normalement inscrits soit en workshop coaching, soit en workshop créativité. Alors, le workshop coaching, il s'adresse aux porteurs de projets. Il va vous permettre de challenger vos projets grâce à l'appui de professionnels et vous retrouverez notamment dans les coachs qui vont vous accompagner tout au long de l'après-midi, des représentants de la métropole en Normandie, de l'association AnimaFac, de France Active Normandie, de l'adresse, de Pépite Normandie, de la CRES, mes collègues chargés de mission plus particulièrement sur la création d'activités en ESS et également Mathilde de l'atelier Lucien. Pour ceux qui ne portent pas forcément de projet aujourd'hui, mais qui s'intéressent à la création d'activités, à la méthodologie de mise en dynamique projet, nous allons vous proposer, grâce à notre partenariat avec Enactus et de jeunes étudiants qui, eux, sont aujourd'hui étudiants à Neoma Business School et qui, dans le cadre de leurs études, développent justement des missions spécifiques autour de projets. Donc, l'association Enactus va vous proposer l'animation de l'espace workshop atelier créativité qui va vous permettre de challenger vos capacités de créativité collective, toujours évidemment, et de relever des défis sociaux, sociétaux, environnementaux, donc grâce à Enactus et à l'association NQT.
Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne deuxième partie d'après-midi et à vous remettre dans les mains de Natacha qui va vous orienter. Oui, Merci à tous. merci Laure. En effet, on va vous donner la parole aux porteurs de projet, donc pour pitcher, sachant que voilà, les équipes qui sont prévues pour pitcher se trouvent à l'écran. Donc, je vais vous demander par exemple, est-ce que Lisa, pour Jeu de Signe, est avec nous? Si oui, est-ce que tu peux lever la main pour que je puisse t'identifier et te promouvoir, pour que tu puisses pitcher ton projet? Parce que je n'ai pas vu parmi les spectateurs qui étaient connectés. Et si Lisa n'est pas avec nous, je vais demander à Saint-Lô, à Thomas, de pouvoir se préparer et de lever la main également. Alors, je vois qu'une main est levée. Alors, j'arrive tout de suite, donc je vais passer la main à Saint-Lô Projet, Saint-Lô vient promouvoir. Donc, normalement, on va pouvoir t'accueillir. Je vais arrêter mon partage d'écran, ça va être beaucoup plus sympa. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît, pour qu'on puisse te voir? J'allais le faire. Ah, Normalement, super, voilà. avec un superbe fond. Incroyable. Alors, on te laisse la parole, Thomas, c'est parti. Ça marche. Pour Merci présenter ton beaucoup. projet. Ça marche, Natacha. Je te remercie de me donner la parole. Et je vous remercie d'avance pour l'attention que vous allez accorder à notre projet. Lorsqu'on m'a demandé de présenter mon projet, on m'a dit, écoute, Thomas, ça serait bien que tu mettes des données qui font peur, qui heurtent à la sensibilité, puisque justement, c'est comme ça qu'on attire l'attention des gens. Et j'ai pas envie justement de rentrer dans ce jeu-là, et j'ai envie de rentrer dans un climat de confiance, puisqu'on va parler d'un sujet qui est d'actualité et qui est aussi pas mal en vogue du côté des politiques, c'est celui des personnes migrantes et justement de leur intégration. Donc la problématique que nous, on s'est posée au sein du groupe Symbiose, c'est comment réussir à inclure de manière optimale les migrants sur le plan culturel et sur le plan social. Il existe des organismes qui leur permettent justement d'être accompagnés pour toutes les démarches administratives, mais pas forcément sur ces deux autres points auxquels je vous ai parlé précédemment. Donc, pour vulgariser un maximum, nous, ce qu'on aimerait faire, justement, c'est avoir une intégration à double sens. Donc, du côté de la communauté haute, donc les personnes, les citoyens français, diminuer les préjugés et de l'autre côté, essayer d'inclure au maximum les personnes migrantes. Donc, pour cela, notre objectif, c'est de mettre en place, je vais encore vulgariser, ça s'appelle des journées, on a appelé ça des journées d'intégration. Je parle avec des guillemets puisque ça fait vachement étudiant, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, ça serait des journées d'intégration avec justement des personnes migrantes et de l'autre côté des citoyens français. Et justement, de pouvoir le maître mot, ce serait vraiment l'échange autour de 3 différents axes, qui est celui du sport, celui de la culture et vraiment, je dirais culture plus philosophie, café philo et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, vraiment, l'objectif pour nous, ce serait de pouvoir intégrer à double sens, vraiment diminuer les préjugés, puis faire inclure ce public cible. Donc voilà, j'espère que ça suscitera quelques idées, quelques vocations et je te remercie Natacha pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Donc, je te laisse couper ta caméra. Comme ça, tu vas rester parmi nous. Et je vais demander au prochain projet, normalement, c'était Green Art, de lever la main. Mais je vois que personne ne lève la main. Ah, si. Hop. Donc, j'ai Yanis. Hop. Donc, pareil, tu vas pouvoir ouvrir ta caméra. Et normalement, tu vas apparaître parmi nous. Yanis, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es parmi nous? Alors oui, je vous entends, on arrive dans une seconde. Super. Je vous laisse la parole. Vous avez moins de 2 minutes pour pitcher. D'accord. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous, on est le projet Green Art. Le projet Green Art composé de 3 personnes. Il y a Michel, moi et Mélissa. Donc nous, on se focalise sur l'accès à la culture, en fait. On développe un projet qui a pour public les jeunes placés en foyer ou en orphelinat, par exemple, ou en famille d'accueil. Et donc, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est
c'est en fait utiliser les arts pour favoriser l'accès à la culture et au thème de l'environnement. Donc, en fait, ce serait sensibiliser à l'écologie à travers différentes formes d'art. Donc, parmi nous trois, en fait, on a tous les trois des compétences différentes, que ce soit la danse, la musique ou les arts plastiques. Donc, on serait chacun, en fait, comment dire, chef d'un atelier, parce qu'on a tous les trois, on est tous les trois dans une des trois disciplines. Et donc voilà, ce serait ça qu'on aimerait porter, donc des valeurs de partage, d'éducation, de pédagogie et de création aussi, de apporter la créativité parmi ces jeunes-là qui ont pas souvent l'occasion de la manifester ou de s'exprimer par ça. Et aussi, à côté de ça, bah, le thème de l'écologie enfin, qui nous semble important de sensibiliser des jeunes, euh, des jeunes bah, qu'on qu'on trouverait avec des partenaires. Enfin, après, on n'a pas encore contacté de partenaires, mais on sait déjà vers quels assos, quel type d'organisme se diriger. Donc voilà, je vais laisser la parole à Michel. Et donc, moi, j'aimerais venir sur une question qu'on nous pose souvent, c'est comment on pourrait lier les arts à l'écologie. Et, euh, et donc, je voudrais du coup préciser que l'art est fait pour exprimer quelque chose, pour donner des messages, etc. Et, euh, et que donc, il n'y a pas à s'en faire, la passerelle est très simple à faire entre ces deux thèmes. Voilà, et pour finir, on aurait aussi l'idée de développer un événement aussi pour récolter des dons. Donc, ce serait pour les donner ensuite à une association, par exemple, protectrice de la Seine, parce qu'on a vu les chiffres un peu enfin, de tous les déchets qui sont rejetés dans la Seine, et même depuis l'incident Lubrizol, enfin, l'accident, ça s'est encore amplifié. Donc voilà, ce serait aussi une autre piste, et on ferait participer les adhérents au programme pour justement faire une représentation et mettre encore plus en avant bah, leur création à eux, encadrée par nous. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse couper votre caméra et je vais appeler le prochain projet. Je devais accueillir Diane, Citizens Campus, mais je ne suis pas sûre parce qu'elle ne réagit pas au chat. Est-ce que Diane, tu es parmi nous? Si c'est pas le cas, je devais avoir Nathan pour Movit. Et si, pareil, il n'a pas réagi, je vais passer la parole. Ah, Nathan est là. Ok, j'ai pas vu. Donc je te promouvois. Et pareil, tu peux ouvrir ta caméra et nous te donnons la parole. Nathan, ça a priori ça ne fonctionne pas. Alors si Nathan ça ne fonctionne pas, j'appelle David pour le projet. Ah, peut-être que Nathan nous a rejoint. Alors je vois David qui est là. Donc David normalement nous a rejoint. Il suffit d'ouvrir la caméra pour pouvoir apparaître et pour pouvoir pitcher. Bonjour David. Bonjour. La parole est à toi. Alors, je me présente, je m'appelle David, je suis étudiant en philosophie et j'entreprends dans le domaine de l'audiovisuel. La philosophie aujourd'hui me permet d'avoir un discours rationnel et critique afin de mieux orienter l'action individuelle et collective. Selon Socrate, la philosophie, c'est l'art d'interroger l'autre afin de faire émerger en lui la connaissance. De nos jours, qu'on a besoin de se remémorer quelque chose, il est convenable de se poser quelques questions avant de consulter un moteur de recherche sur Internet ou même un livre à la bibliothèque pour les plus courageux d'entre nous. Si l'on admet que le cerveau est à l'origine de la pensée et que la pensée est le processus par lequel le doute émet des hypothèses, j'aimerais me poser une question qui est simplement comment se souvenir qu'on n'a pas de cerveau. Alors, je vous présente Philosophie, la maison de la sagesse, ou le nom du projet qui répond à cette question. Avant le Covid-19, j'étais un étudiant en écologie et je ne m'intéressais pas du tout à la philosophie.
Et la période du confinement et la crise qui vivait l'industrie du cinéma m'a fait prendre conscience, en fait, que la vie ne tenait qu'à un fil. Et simplement, j'ai décidé de m'intéresser à la philosophie. Et après avoir pris la résolution de projeter mon premier court-métrage le 29 décembre 2020 à ma famille, en quelques mots, Physiolophie, c'est quoi? C'est un jeu de mots avec philosophie, mais c'est surtout une maison de production philosophique qui produit des œuvres audiovisuelles mémorables, telles que des films, des publicités et des diaporamas. Suite à la pandémie de la Covid-19, j'ai apporté mon soutien en tant que videste à des artisans commerçants qui ont pu, grâce à moi, entamer leur transformation numérique. Et aujourd'hui, nos activités consistent de façon hebdomadaire à animer des ateliers de formation à l'art de la maïeutique via des micro-trottoirs au sein des campus universitaires. Nous envisageons par la suite d'obtenir des locaux en Normandie ainsi qu'une aide de la région au développement de la filière de production cinématographique et audiovisuelle pour réaliser des initiations au montage vidéo ainsi que des films universitaires. Et je finirai ainsi en disant que Physiolophie a pour ambition d'aider à sauvegarder la mémoire collective et à bâtir un avenir meilleur pour les étudiants qui subissent quotidiennement les conséquences de cette pandémie. Merci beaucoup, David. Je te laisse couper ta caméra. Et nous accueillons le projet Unispoir. Je vous laisse. Donc, Anissa, je te laisse démarrer. Vous m'entendez? Oui, parfait. D'accord, super. Donc, je représente le projet Unispoir qui est composé donc, de Clarisse, Morgane et moi-même. Et c'est un projet qui est axé autour de la thématique de la santé. Et on a décidé de s'intéresser plus particulièrement à la maladie du cancer, car c'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, il convient de savoir que le cancer en France, c'est la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme en 2021. Et aussi, la moyenne d'âge où la personne a un cancer, c'est de 67 ans pour les femmes et de 68 ans pour les hommes. C'est pourquoi, au vu de ces chiffres, nous souhaitons agir auprès des personnes âgées ayant un cancer. Donc, nous souhaitons que les personnes âgées ayant un cancer soient moins isolées que les autres. C'est notre objectif de réduire l'isolement social de ce public cible. Et pour cela, en fait, on souhaite s'engager à créer du lien intergénérationnel et à sensibiliser autour des causes et des risques autour de cette maladie qu'est le cancer, qualifiée comme étant la maladie du siècle. Donc, nos objectifs, nous souhaitons donc nous engager à créer et à animer des ateliers une fois par semaine selon les besoins qu'on aura identifiés au préalable. Nous souhaitons également réaliser une vidéo à la fin du projet avec leurs témoignages et nos témoignages pour constater et le lien intergénérationnel qui aura été créé et la rupture de cet isolement social. Et enfin, nous souhaitons créer un événement de fin de projet qui serait cette fois-ci ouvert à tous, donc pour les hommes et les femmes sans condition d'âge, qui réunirait donc les bénéficiaires, donc les personnes ayant un cancer, les partenaires, le public cible et toute personne qui serait intéressée par la cause pour récolter des fonds à la fois pour la recherche et à la fois pour financer des rêves d'enfants ayant un cancer. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, je vais accueillir normalement Inès pour le projet Cher, mais je ne suis pas certaine non plus qu'elle soit encore avec nous. Ah si, j'ai... Voir. Et pour terminer, ensuite, nous aurons le projet Unisson et on pourra quitter ce webinaire pour rejoindre les ateliers par la suite. Donc, encore 2 projets à écouter. Alors, pareil, pour Inès, il s'agit de... Alors, vous m'entendez? Oui, alors est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, allumer ta caméra? Voilà, super. Alors voilà, bonjour à tous, je suis Inès, je suis étudiante en informatique à l'université de Rouen. Et du coup, mon projet avec 2 amis à moi, Céline et Aïcha, on était en train de discuter et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de communication et puis un manque de connaissances aussi parmi les étudiants concernant les aides et concernant aussi les associations auxquelles ils avaient droit qui pourraient les aider. Donc, à partir de là, on a eu l'idée de créer justement un site qui va recenser toutes les aides proposées par l'État et les associations qui pourraient justement aider les étudiants, mais pas que. Il y aura aussi des rubriques qui seront dédiées justement au bien-être. Donc, on a pris contact avec des psychologues et des sophrologues, et pas que, au sein de l'Université de Rouen, qui ont gentiment accepté de nous aider pour justement donner des conseils aux étudiants. Il y aura aussi une rubrique où on va parler aussi de CV, de lettres de motivation, d'entretien, on va mettre des liens
utiles qui aideront les étudiants lors de leur recherche de stage, d'alternance, de job étudiant à côté des études, du coup. Et puis de petits bons plans pour gérer leur budget, etc. Donc, nous, vraiment, ce qu'on cherche, c'est faire le relais entre les étudiants et les associations et puis l'État et les aides que l'État peut proposer aux étudiants et qui ne passent pas justement à côté de ça parce que la vie étudiante, ce n'est pas toujours très facile, surtout dans la situation dans laquelle on est avec le Covid et tout ça. Donc, tout ça sera présenté sous forme d'un calendrier semainier où à chaque date, on va mettre les événements que proposeront telle ou telle association ou bien qui seront en fait mis en place par la métropole de Rouen, etc. Du coup, voilà notre projet. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va écouter Nathan qui a réussi à régler le problème technique pour le projet Movit et on terminera par Léa et Céline ensuite. Nathan, c'est à toi. Déjà, bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis, nous et Nactus du coup. Et moi, je me charge de vous présenter le projet Movit. Alors, le projet Movit, la base, c'est vraiment de favoriser l'accès à la musique dans les quartiers défavorisés de Rouen. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On a vraiment envie de le maintenir et de continuer à l'améliorer cette année. Donc déjà, il y aura, on espère trouver des locaux cette année pour vraiment avoir un meilleur accès à la musique aux jeunes entre 6 et 12 ans environ. Donc déjà, ce qu'on souhaite faire, c'est une approche théorique dans le sens où on aimerait vraiment qu'il y ait un éveil dans la musique aux plus jeunes, mais également qu'ils puissent vraiment faire de leur plein gré un instrument de musique ou bien chanter ou même s'intéresser à un nouveau style musical qui au départ ne leur aurait pas forcément venu à l'esprit comme cela. Donc c'est vrai que c'est vraiment un projet qu'on aimerait vraiment améliorer dans le sens où il nous faudrait des locaux, mais également des professeurs qui seraient prêts à nous aider, mais également trouver des instruments pour pouvoir mettre ce projet à exécution. Et donc, on est vraiment motivé pour continuer ce projet Movit. Voilà. Merci beaucoup Nathan. Et dernier projet, et on quitte le webinaire parce que nous sommes un peu en retard, on est désolé. Donc Léa et Céline. Bonjour. C'est à vous. Alors, bonjour, moi c'est Léa et voici Céline. Et nous faisons partie de la mission Rêve et Réalise au sein d'Unicité. L'année passée, nous étions étudiantes, certainement comme vous. Et comme nous, vous êtes déjà sûrement passés devant des personnes faisant la manche dans la rue, mais vous ne savez pas réellement comment réagir face à elles. Alors en général, les gens foncent tête baissée sans leur adresser ni un regard ni un sourire. Et malheureusement, ce comportement crée une distance entre ces personnes et le reste de la société. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que leurs conditions de vie sont déplorables. Alors nous, notre projet, ce serait de recréer du lien social avec les personnes sans abri, qui représentent aujourd'hui plus de 300 000 personnes en France, dont 190 sont sur Rouen. Et peut-être diminuer leurs problèmes et diminuer leur charge mentale. Ce serait notre but. Nous sommes convaincus qu'ensemble, tous ensemble, on peut agir. Et c'est d'ailleurs le nom de notre projet, Unisson. Donc, ce qu'on a prévu, ça serait des activités collectives, la création d'un jardin solidaire qui serait réservé aux sans-abri, où ils pourront sociabiliser, cultiver leurs fruits et légumes et les consommer par la suite. On a prévu aussi un événement d'une journée qui serait dédié aux sans-abri sur l'agglomération de Rouen et qui pourrait avoir lieu tous les ans. Et cet événement, il pourra être promu par des annonces sur la radio ou dans les journaux et si possible sur YouTube. Et on pourra créer une page Facebook ou un site internet qui recensera toutes les informations nécessaires et relatives au projet. Ok, merci beaucoup les filles.
Je tiens à remercier tous celles et ceux qui ont pris la parole pour pitcher. C'est pas facile, sachant que certains d'entre vous qui ont pris la parole aujourd'hui, pour eux, c'était une première. Donc, c'est pour ça que certains voilà, ont l'habitude, d'autres un peu moins. Donc, merci d'avoir accepté de présenter des projets. Je vais vous inviter maintenant à quitter ce webinaire et à vous connecter sur le deuxième lien qui vous a été envoyé pour qu'on puisse poursuivre sur les ateliers. Donc, de créativité pour ceux qui sont inscrits au projet créativité et atelier coaching. On se retrouve bientôt. Merci, à tout de suite. Yes, sir.